Bonjour et bienvenue. Nous démarrons cette table ronde sur la langue des signes française pour une école inclusive. Merci de nous rejoindre. Merci aux participants qui sont présents en distanciel et en direct. Et merci à ceux qui nous écouteront lors des rediffusions, puisque compte tenu de l'horaire de cette table ronde, j'ai eu de nombreuses demandes d'accès aux rediffusions. Donc, voilà, pour les participants, je vous redonnerai un lien d'accès aux rediffusions si vous le souhaitez, notamment si vous souhaitez partager autour de vous. Je vais partager mon écran avant de vous présenter les autres intervenants à mes côtés. Et donc, cette session, je le rappelle, est enregistrée. Merci de votre compréhension. Pouvez-vous me confirmer que vous voyez mon écran en plein écran? Tout à fait. Donc, j'ai le plaisir de recevoir pour cette table ronde, dans le cadre du Festival de l'Apprendre et en cette journée mondiale de l'éducation, Cécile Schmitt. Vous êtes proviseure adjointe du lycée de Jean-Paul Sartre à Bron et vous avez la particularité d'être dans un établissement dit PEJS, c'est-à-dire Pôle d'enseignement pour les jeunes sourds. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Ginette Coste, tu es directrice pédagogique de l'organisme de formation AEFS et tu vas également nous dire quelle est l'activité d'AEFS et puis ce qui nous réunit à cette table ronde dans un instant. Et je suis moi-même Charles-Henri de Lalonde, je suis président de la Fondation Voltaire. Bienvenue à tous. J'accueille encore une personne. Pardon. En guise d'introduction, je voulais vous indiquer qu'un enfant sur 1000 naît sourd chaque année en France et 6 millions de personnes dans notre pays sont atteintes de déficience auditive. On estime, enfin en tout cas ce sont les chiffres de l'éducation nationale 2019, à 7700 élèves sourds scolarisés en milieu ordinaire en France. Et seulement moins d'1 sur 5 bénéficie de l'option bilingue LSF français écrit. Alors peut-être que vous êtes enseignant, vous êtes responsable pédagogique et que dans votre établissement, vous êtes concerné par des élèves porteurs de ce handicap. N'hésitez pas à nous signaler à tout moment dans l'espace de discussion et puis évidemment à nous interrompre si vous le souhaitez, soit en levant la main, soit, si possible, plutôt en posant vos questions dans la partie discussion. Je voulais vous dire un mot sur la Fondation Voltaire et pourquoi proposer cette table ronde aujourd'hui. La Fondation Voltaire promeut l'égalité des chances par la maîtrise du français. Considérant que la maîtrise du français, que ce soit écrit, oral ou dans le cas qui nous réunit aujourd'hui, signé, est un facteur clé d'intégration socio-professionnelle et puis d'une manière générale d'émancipation et que tout le monde ne part pas du même pied. Notre action est orientée vers les personnes placées sous main de justice, les jeunes des territoires défavorisés, les personnes en situation de handicap ou en hospitalisation de longue durée, et également les pays francophones en développement. La Fondation Voltaire, en fait, œuvre essentiellement par le don en nature ou par le mécénat de compétences des équipes du Projet Voltaire. Projet Voltaire qui est un outil de remédiation, de remise à niveau en français, orthographe, expression.
la Fondation Voltaire œuvre aux côtés des acteurs associatifs, parfois institutionnels, dans le cadre d'une action d'intérêt général. Et donc, on soutient, on anime des événements nationaux, des partenariats nationaux et francophones d'ailleurs, et des actions de sensibilisation à la maîtrise du français. Mais l'essentiel de notre contribution, c'est, par le mécénat de compétences et le don en nature, d'apporter des ressources pédagogiques à des publics plus vulnérables. Donc, on accompagne un certain nombre d'associations et on est également soutenu par un certain nombre de protagonistes. Ce n'est pas le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc je vais vite. Simplement pour vous dire qu'à droite de votre écran, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque des Territoires, c'est-à-dire le groupe Caisse des dépôts, ont eu une action tout à fait décisive pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, puisqu'elles nous ont permis de travailler à la conception d'un parcours numérique d'initiation à la langue des signes et de l'offrir au plus grand nombre. Voilà, ce cofinancement public a permis ça, on vous en parle dans un instant. Cécile Schmitt, on l'a évoqué il y a un instant, vous êtes proviseure adjointe du lycée Jean-Paul Sartre à Bron, qui est un pôle éducation jeunes sourds. Avant de passer la parole à Ginette Coste dans un instant, est-ce que vous pouvez nous dire en 3 minutes quel est votre parcours d'enseignante d'abord et puis de perdire, comme on dit, ensuite, et puis ce qui vous a amené jusqu'à Jean-Paul Sartre ces 3 dernières années? Alors, bonsoir à tous. Merci de cette présentation. Donc, effectivement, je voulais juste apporter une petite précision, mais qui a, à mon avis, son importance. Nous avons un dispositif à l'intérieur de notre lycée qui est le PEJS, mais notre lycée n'est pas uniquement constitué d'élèves sourds et nous accueillons donc 1700 lycéens. Dont une petite partie, vraiment presque une infime, je dirais, puisqu'on n'a que 10 élèves sourds dans notre établissement qui profitent de ce dispositif. Donc, c'est important, je pense, quand même de préciser, parce que nous avons un public on ne peut plus ordinaire, avec un enseignement aussi ordinaire, et simplement, entre guillemets, ce dispositif particulier qui s'inscrit dans une continuité puisque nos élèves sourds profitent de ce dispositif depuis leur plus jeune âge, puisque c'est un dispositif qui court à partir du CP, donc du début de l'école élémentaire. Donc ça, c'était voilà sur la petite précision. En ce qui me concerne, donc je suis personnel de direction, donc qui est le développement de la contraction PERDIR depuis maintenant 3 années. Avant cela, j'étais dans l'éducation nationale déjà, mais au premier degré, puisque j'ai été pendant quasi 20 années maîtresse d'école. Et puis, sur les 10 dernières années, j'endossais aussi la casquette, en plus de celle d'avoir une classe, d'être directrice d'école. Donc après, j'ai fait le choix professionnel de changer un petit peu mes fonctions, mes missions. Et donc, c'est pour ça que j'ai passé un nouveau concours pour être personnel de direction, ce qui m'a amené au lycée Jean-Paul Sartre par le hasard des propositions de postes qui pouvaient se faire. Et le hasard a plutôt bien fait les choses parce que j'ai appris dans la présentation que mes collègues ont pu me faire de l'établissement, que nous accueillons des élèves sourds et j'avais moi-même fait un choix personnel de me former quand j'étais étudiante, donc il y a déjà ça quelques années, avant même de passer le concours pour être professeur des écoles. Et donc, une formation autour de la langue des signes. Donc, voilà, j'avais déjà acquis quelques notions en termes langagiers que j'ai malheureusement perdu faute de pratiquer, mais j'ai au moins pris connaissance avec des gens sourds et découvrir de cette manière-là, la culture sourde, parce qu'il y en a effectivement une, et ces gens qui évoluent dans cette culture. Donc le hasard, encore une fois, a bien fait les choses. D'accord, merci beaucoup, Madame Schmitt. Ginette Coste, tu es directrice pédagogique de l'organisme de formation AEFS. Et puis tu es toi-même personnellement concernée
par la surdité. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, d'un point de vue familial et d'un point de vue professionnel, en quelques mots, ton parcours? C'est ça. Eh bien, bonjour à tous et surtout bienvenue autour de cette table ronde. Alors oui, je représente le centre de formation AEFS et avons fait le choix de n'accueillir que des stagiaires en situation de handicap, particulièrement les sourds. Notre équipe est composée de collaborateurs sourds. Alors, vous allez sûrement vous poser la question de comment fait-on au quotidien? Eh bien, on fait bien les choses. On arrive à communiquer parce que nous avons fait le choix de communiquer en LSF. La LSF, c'est effectivement ma langue, je dirais, maternelle, celle héritée de mes parents, parce que moi, je suis née dans une famille de sourds, majoritairement sourdes. Et donc, d'où ces choix et d'où l'intérêt de porter le projet du parcours des signes de Voltaire avec la Fondation Voltaire. Mais nous reviendrons sur le développement de cette action plus tard. Donc voilà, notre vie, nous, c'est de porter les valeurs, bien, je dirais, inclusives de notre société au regard de l'éducation, de la formation, pour accompagner les sourds à l'emploi. Et de la certification, n'est-ce pas? Et de la certification, oui, nous sommes centre préparateur et certificateur pour le DCL, pour le diplôme de compétences en langue, avec la spécialité, l'option de la LSF. Donc, nous portons évidemment un intérêt pour cette langue et pour l'amélioration de sa qualité et de sa transmission. Merci beaucoup, voilà, Ginette. Pour être brève. Merci. Pour nos participants en ligne, j'ai une question à vous poser et donc je vous invite, si vous avez une idée de la réponse, à nous indiquer dans l'espace de discussion le pourcentage qui vous paraît le bon. Savez-vous quelle proportion de personnes sourdes déclarent que c'est d'isolement dont elles souffrent le plus? Quelle est la proportion des personnes sourdes qui déclarent que c'est d'isolement dont elles souffrent le plus en pourcentage? Qu'est-ce que vous pensez? 75%, nous dit Cécile Fayette. 90%, Doris. Dont elles souffrent le plus, c'est-à-dire vraiment sur la première marche de leurs préoccupations et de leur mal-être parfois. Sandrine Horry, vous proposez 40% et vous vous approchez parce que finalement, c'est 49% des personnes sourdes qui déclarent que c'est d'isolement dont elles souffrent le plus parmi un certain nombre d'items qui leur a été proposé. C'est une enquête qui a été menée par le Mediapi, média spécialisé de la communauté sourde, et la Fondation Jean Jaurès en novembre 2021. Et savez-vous combien de Français affirment qu'ils aimeraient pouvoir apprendre la LSF s'ils en avaient la possibilité? Combien de Français, selon vous, affirment qu'ils aimeraient bien apprendre la LSF s'ils en avaient la possibilité? En pourcentage toujours. 14% pour Cécile Fayette, 90% pour Sandrine Horry. Les rapports s'inversent. Vous dites 20%, Doris. Eh bien, vous avez presque raison, bravo. La réponse, c'est 70%. 70% des Français affirment qu'ils aimeraient pouvoir apprendre la LSF s'ils en avaient la possibilité. Et en fait, c'est un peu de ce constat, et puis un troisième élément qui était important, qu'est né ce projet. On a eu, pour l'école inclusive, mais bien au-delà, pour le plus grand nombre, de proposer un outil numérique d'initiation à la langue des signes française avec l'organisme de formation AEFS et puis initialement aussi avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est très impliquée sur les sujets de handicap, alors même que ça n'est pas dans sa compétence régalienne. Et donc, Madame Sandrine Chax partageait un constat qu'on avait échangé il y a déjà un moment, n'est-ce pas, Ginette, 2 ans et demi, et nous avait indiqué que si toutefois on s'attaquait à cette problématique, elle s'efforcerait de nous soutenir.
Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé dur pour vous parler de ce projet aujourd'hui et surtout de comment on va le mettre en place, puisque c'est bien le sujet de notre table ronde. Donc, on est parti de ce constat que 70% des Français aimeraient bien apprendre la LSF, que la communauté sourde, la LSF est une langue à part entière, bien entendu. Donc, c'est une langue, quand elle n'est pas parlée, partagée, c'est comme nous, dans un pays étranger, on se retrouve bien démunis, bien handicapés au sens strict, d'un point de vue relationnel. Et donc, cet obstacle relationnel est, pour les personnes sourdes signantes, un obstacle permanent qui fait que leur vie est absolument intermédiée en permanence, programmée pour pouvoir bénéficier d'interprètes, de rendez-vous, etc. Et paradoxalement, il y a beaucoup de personnes qui ont l'intention d'apprendre la LSF et qui s'y intéressent. Alors, c'est heureux. On pourrait même dire qu'il y a un momentum dans l'opinion publique. C'est très heureux. En revanche, entre l'intention et l'action, il y a une marche que la très grande majorité des gens ne franchit pas. Pourquoi? Parce que la proposition pédagogique d'apprentissage de la LSF, c'est une proposition qui est avant tout présentielle et c'est une proposition qui prend du temps et qui requiert un financement associé. Et beaucoup des intentionnistes n'ont ni le temps ni le financement associé. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous semblait intéressant de donner un rôle à l'outil numérique pour amorcer et passer de l'intention à un début d'action. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons créé, Fondation Voltaire et AEFS, un parcours numérique d'initiation à la langue des signes qui s'appelle Les signes de Voltaire, et qui est un parcours d'initiation qui, grâce au cofinancement de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Banque des Territoires, je le disais, est un parcours qui est accessible au plus grand nombre. Il est disponible et destiné aux débutants, aux entendants débutants, surtout à partir de 11 ans, c'est-à-dire à partir du collège. Et c'est un parcours d'entraînement qui est personnalisé et auto-adaptatif, c'est-à-dire que on a croisé les technologies et la pédagogie qui ont fait le succès du projet Voltaire sur la remise à niveau en français en ligne, avec l'expertise en LSF de l'équipe AEFS, sous la direction pédagogique de Ginette Coste, et puis avec toute l'équipe des formateurs sourds d'AEFS, et plus largement, puisqu'on a aussi fait appel à des experts pour affiner nos choix pédagogiques. Et donc, cette proposition pédagogique, elle est accessible au plus grand nombre sur un PC, sur une tablette, sur un téléphone mobile indifféremment, pour apprendre à son rythme. Et la proposition pédagogique, c'est vraiment de découvrir et de mémoriser des signes pour disposer des rudiments qui permettraient, si possible, et on l'espère, qui donnera envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de se former en présentiel et en interaction avec des formateurs sourds, signants. Mais en tout cas, même sans ça, avoir la possibilité d'avoir une conversation rudimentaire, une conversation de base avec une personne sourde. Une version bêta avait été développée cet été. Elle vient d'être mise à jour et considérablement renforcée. Et à ce jour, déjà, 13 000 utilisateurs ont fait leur premier pas en LSF grâce à cet outil. Cet outil est donc à la disposition de tout le monde et particulièrement des établissements d'enseignement. En tout cas, c'est la proposition qu'on fait. L'idée aujourd'hui n'était pas tant de vous faire une présentation, une démonstration de l'outil. On vous invite plutôt à le découvrir par vous-même. Mais vous voyez qu'on est sur des exercices tout à fait simples, intuitifs, abordables, où il s'agit pour 3 modules. Un module sur l'environnement personnel, un module sur les interactions, l'environnement social, la citoyenneté, et puis un module sur les relations professionnelles. Vous avez une multitude de niveaux thématiques. On a fait le choix d'une approche contextuelle et thématique. Et puis, par des exercices tout simples, vous pouvez apprendre comment on signe
dubitatif, par exemple, parmi 4 propositions vidéo, ou à l'inverse, qu'est-ce que la vidéo de gauche signifie? Est-ce que c'est amusé, joyeux, frustré, etc. Et puis pour renforcer les vidéos, vous avez des diaporamas, comme en bas à droite, qui vous indiquent comment bien configurer le signe, à la fois dans le geste, la configuration de la main, sa position, et puis dans l'expression de votre visage et éventuellement dans la labialisation, quand ça permet de renforcer le sens. Avant de repasser la parole à Madame Schmitt, j'ai quelques questions, je crois, dans la boîte de conversation. Sandrine, vous demandiez quid des entreprises et des professionnels autour des personnes adultes et des chiffres. Quel pourcentage des entreprises et structures du monde du travail souhaiteraient porter à la connaissance et mieux informer, voire former leurs salariés sur le sujet? Le sondage qui a été fait par la Fondation Jean Jaurès et Mediapi a été effectué sur un panel de Français et n'a pas fait de segmentation particulière sur les employeurs. Aussi, nous ne disposons pas de ce chiffre en particulier sur les employeurs, mais il est certain, et Ginette Coste serait bien mieux placée que moi pour en parler, que les employeurs sont parfaitement conscients de leur rôle, de leur responsabilité et même de leur opportunité, puisque les personnes sourdes sont non seulement des candidats au recrutement, des collaborateurs dans leurs équipes et des clients potentiels. Et donc, de plus en plus d'entreprises ont parfaitement conscience que recrutement interne et client, il y a une problématique qui est tout à fait commune. Et donc, ça vaut la peine d'avoir une vision globale de l'inclusion d'une manière générale des personnes en situation de handicap. Et s'agissant du thème qui nous réunit aujourd'hui, il y a des personnes sourdes. Vous êtes apicultrice depuis 25 ans. Vous développez des ateliers dédiés à la fragilité. Votre activité professionnelle. Ou dans le milieu agricole, vous dites que le sujet du handicap est assez absent. Effectivement, on est à votre disposition si vous souhaitez, plus particulièrement sur cet angle, avoir des réponses. Si vous le voulez bien, aujourd'hui, on se concentre sur la proposition qui nous réunit, qui était centrée sur l'école inclusive et l'apprentissage de la LSF par des collégiens, lycéens, étudiants, voilà, en marge de leur programme scolaire. Si vous voulez vous lancer et tester, je vous invite à vous connecter sur ce site lsf.fondation-voltaire.fr ou à scanner le code QR correspondant. Ce site vous permet sur simple inscription d'accéder au parcours en ligne. Voilà, ce parcours LSF est également disponible pour les établissements d'enseignement qui sont déjà utilisateurs du projet Voltaire et qui, depuis le 23 septembre, peuvent accéder librement à ce parcours. Cécile Schmitt, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le lycée Jean-Paul Sartre? Vous avez une option bilingue LSF français écrit, vous êtes PEJS depuis 7 ans, pour l'éducation jeunes sourds depuis 7 ans. Vous avez 2 enseignants sourds, vous avez toute une équipe enseignante qui est engagée. Donc, des établissements scolaires, vous avez vraiment la particularité d'avoir un accueil spécifique pour les jeunes sourds et une équipe dédiée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre expérience d'école inclusive, parce que finalement, vous y êtes confronté tous les jours entre les jeunes sourds et les entendants, en termes d'intégration, un peu le défi de l'intégration, si j'ose dire, et le défi de l'école inclusive, un défi quotidien.
avec voilà, quels sont les enseignements qui pourraient s'élargir à d'autres établissements qui n'ont pas forcément cette spécialité, ou les enseignants qui nous écoutent aujourd'hui sur ce défi de l'intégration. Quid de la socialisation des personnes en situation de handicap, de la sensibilisation de ceux qui ne sont pas en situation de handicap, et justement les clés d'une bonne intégration et d'un bon accueil des uns vers les autres. Alors, je ne vous cache pas que les clés, on les cherche encore un petit peu et on les construit au quotidien. Alors, certes, ça semble être un temps long. Effectivement, le PEJS est là, est représenté par un public sourd depuis déjà 7 années dans le lycée. Mais il n'empêche que, et vous l'avez dit, on est un des rares établissements français à appliquer ce dispositif du bilinguisme. Et du coup, c'est une découverte au quotidien et pas un tâtonnement, parce qu'effectivement, ça fait déjà 7 ans, mais il n'empêche qu'il y a encore beaucoup de choses à construire. Et je pense que notre politique aussi est en train d'évoluer. Notre façon d'envisager l'école inclusive est en train d'évoluer. Je suis pour ma part donc depuis 3 années à ce poste et il nous semblait, avec mes collègues en direction, très incongru le fait d'avoir des élèves sourds qui ne participent pas, pour une part pas négligeable, de leurs cours sans être accompagnés de leurs camarades entendants, puisqu'ils sont inscrits dans une classe comme leurs camarades. Donc, la difficulté pour nous, elle a été aussi de comprendre qu'un élève sourd n'arrive pas avec le même bagage langagier, que ça ne lui permet pas de rentrer dans les apprentissages de la même façon. Et que du coup, effectivement, nous avons des cours hors inclusion qui sont suivis uniquement par des élèves sourds avec un accompagnement professoral, soit d'un collègue sourd qui donc pratique la LSF bien sûr, soit d'un collègue entendant qui a appris la LSF et qui le pratique avec ses élèves, ou alors d'un professeur entendant qui est accompagné par un interprète. Donc, notre défi aujourd'hui, et il est réel, c'est justement tout ce que vous avez pointé du doigt, c'est-à-dire permettre à nos élèves sourds de se sentir pleinement, pas admis, mais intégrés dans notre établissement et d'y trouver une vraie place. Aujourd'hui, la cohabitation se passe bien, mais c'est juste une cohabitation. Il y a très peu d'interaction qui se fait en réalité. On a des élèves entendants qui font le choix d'intégrer l'option LSF, puisqu'elle est proposée par notre professeur qui enseigne la LSF, donc une matière optionnelle. Bien, font ce choix. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est très variable. On a souvent une cohorte assez importante à l'entrée en seconde. Et puis après, la réalité les rattrape ces élèves en termes de quantité de travail. Quand ils passent en première, la réalité et la pression du baccalauréat prennent quelquefois le dessus. Et malheureusement, alors ça dépend des années, c'est toujours pareil, mais nos cohortes de seconde ont un peu tendance à fondre en première. En terminale, on garde les mêmes puisqu'ils s'inscrivent sur une option qui apparaît après en termes de notes sur leur baccalauréat. Donc, ils doivent faire une continuité pédagogique dans cette inscription. Mais voilà. Donc, en finale, on a des élèves qui se côtoient, mais qui ne rentrent pas vraiment en interaction. Et c'est pour ça que votre proposition nous intéresse grandement, parce qu'on espère de cette manière-là que le plus grand nombre, et j'inclus les adultes, bien sûr, parce que ces élèves ont besoin de aussi rentrer en interaction avec les adultes, la vie scolaire, les professeurs entendants non signants, nous-mêmes direction, personnel administratif. Enfin voilà, ils ont besoin de côtoyer tout le monde et de communiquer avec tout le monde. Et on espère que cette langue ne fera plus peur. Alors, c'est pas qu'elle fait peur, mais c'est forcément un apprentissage.
qui semble sous sa présentation ordinaire, vous l'avez dit dans votre préambule, ça demande un engagement sur le temps, ça demande un engagement financier. Et du coup, c'est ça qui fait peur, en fait. C'est de rentrer dans un apprentissage long quand on est enseignant, qu'on a le travail. D'accord, donc vous pensez que l'outil numérique peut constituer une première marche, une amorce finalement pour à la fois les élèves, les enseignants, les personnels qui voudraient s'engager dans cette démarche pour une proposition, pour un projet d'établissement finalement. Complètement. Avec des petites séances d'apprentissage qui sont à la fois individualisées, et puis peut-être des temps forts. Vous avez la particularité d'avoir une structure avec des enseignants sourds, des interprètes, une équipe d'animation qui est très complète par rapport à beaucoup d'autres établissements. Oui. Donc, vous envisagez ça de cette manière, avoir à la fois le volet numérique et à la fois un volet animation? Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de semer quelques graines là, sur l'année qui continue jusqu'en juillet 2023, de voir un petit peu essaimer comme ça de droite et de gauche. L'idée, c'est que les plus volontaires s'en emparent. On a dans notre équipe une vraie force vive. Le rectorat, au vu de notre profil, nous a proposé, a d'abord fait un sondage pour voir un petit peu l'ampleur des personnes, le nombre de personnes qui seraient intéressées pour ce type de formation. Je pense que tout comme nous, il y a aussi l'impact financier qui incomberait au rectorat et qui n'est pas des moindres. Et le vivier est là, c'est-à-dire qu'on a plus de plusieurs dizaines de personnes qui sont intéressées. Donc, le vivier, on l'a. Il y a jusqu'à votre arrivée une réticence par rapport à tous les freins dont on a pu déjà parler. Et aujourd'hui, cette approche très personnelle et pas tant que ça, je ne parle pas très bien français, pas très compliqué à mettre en œuvre dans le quotidien d'une personne, va certainement nous aider. Après, à nous, évidemment, de présenter le projet, de l'initier, de le valoriser et de montrer aussi son côté très abordable sous toutes ses formes pour permettre au plus grand nombre de s'y associer. D'accord, merci beaucoup pour votre témoignage. Ginette Coste, tu as travaillé d'arrache-pied avec ton équipe et avec nous pour mettre en place, concevoir ce projet. C'est un contenu qui est assez considérable, une ingénierie pédagogique qui nous a demandé des mois de travail. Est-ce que tu peux répondre à Alice Carne qui nous demandait il y a un instant quid de l'interaction, de l'absence d'interaction dans cet outil numérique et en quoi cet outil numérique peut être justement une amorce préalable à un parcours plus traditionnel en vis-à-vis, en bugne à bugne. Alors, avant de répondre à ta question, Charles-Henri, je me permettrai juste de compléter et peut-être d'apporter une information ou de confirmer des connaissances dans le groupe, parce qu'au final, nous ne savons pas trop qui dans cette table ronde, dans ces auditeurs et auditrices, qui fait quoi, et est-ce que l'expérience surdité est commune ou est-ce que c'est une découverte? Mais avant tout, et à la suite de tout ce témoignage de Cécile Smith, en fait, qui est dans l'opérationnel, parce que dans le champ éducatif d'enfants, eh bien, je dirais avec un besoin spécifique, moi, je voulais refaire un peu table rase et vous dire qu'aujourd'hui, la surdité, c'est une déficience auditive, effectivement, à plusieurs degrés. Les pratiquants de la LSF, on n'est pas sourd et on ne pratique pas la LSF automatiquement. Charles-Henri l'a dit tout à l'heure, les chiffres de l'éducation nationale sont intéressants à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, 10 500 enfants sont scolarisés, 7 700 dans l'éducation nationale, le reste dans le médico-social. Et dans ces 7 700, seulement 1000 sont scolarisés dans les PJS. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas parce que l'on est un enfant sourd que l'on choisit une scolarité en LSF. Et ce n'est pas parce que l'on est sourd que l'on est forcément dans un milieu ordinaire. On est aussi pris en charge par le médico-social.
La surdité, on part de loin, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est réunis autour d'un sujet de langue. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut dépoussiérer un petit peu les idées reçues, dépoussiérer en fait une situation, comprendre que le Covid a mis en lumière cette langue, parce qu'il s'agit bien d'une langue, d'une communauté, et celle de la communauté sourde. C'est ce qui nous a porté, nous, dans notre projet, et c'est ce qui nous porte au quotidien lorsqu'on parle de démarche inclusive. En fait, si l'on prend la situation sous le prisme d'une langue, eh bien oui, avec les sourds, nous ne parlons pas la même langue. Hein. Donc, ce que vit Cécile Smith dans le cadre de la scolarité, on peut interroger des soignants, des médecins qui vont nous dire, nous, on rencontre la même difficulté quand on accueille un patient sourd, on n'arrive pas à lui expliquer. Et puis, on pourrait se projeter dans les administrations, et puis on pourrait se projeter dans le sport, dans l'art, dans la culture, et on s'apercevrait tous que nous avons une vraie carence parce que nous avons abordé le sujet sous le prisme du handicap. Et souvent, on associe les sourds au handicap parce que la définition de la loi de 2005 dit qu'eux est considéré comme handicap dès lors où il y a une limitation de la participation, quelle qu'elle soit. Donc nous, avec Projet Voltaire, en fait, avec la Fondation Voltaire, on a décidé de porter des valeurs qui nous lient, c'est-à-dire de l'égalité des chances par la langue. Et comment apprendre cette langue? Eh bien, effectivement, à un moment donné, on a voulu un geste fort parce que moi, j'y suis née dans cette langue, c'est ma langue. Et en quelques 50 ans, je dirais, d'existence, j'ai vu très peu de vrais progrès. Et on réussira lorsqu'on aura des pédagogues sourds qui seront présents dans les écoles et les enfants sourds, les élèves sourds vivront beaucoup moins cet isolement, comme des personnes qui sont en emploi. Donc en fait, effectivement, le parcours proposé avec la Fondation Voltaire, on adorerait être très outillé et être équipé d'intelligence artificielle qui nous permettrait une correction, un renvoi, etc. Le projet aujourd'hui tel qu'il est proposé, c'est un lexique très large avec 1000 mots que l'on a sélectionnés qui pourraient faire partie d'une conversation de base, un premier contact, etc. On a créé des modules personnels et familiaux. Le premier module, c'est ça, c'est personnel et familial. Le deuxième module, on l'a appelé citoyen et social. Et le troisième module, on l'a appelé professionnel. Et on a voulu outiller le plus grand nombre d'entre nous de quelques 1000 mots. Alors 1000, c'est beaucoup, mais c'est rien à la fois parce que la langue des signes est aussi riche que le français ou une autre langue. Et on a donné surtout des outils de phrases. Alors effectivement, la question est très pertinente. Il n'y a pas de correction. Mais comme l'a dit Charles-Henri tout à l'heure, nous n'avons à aucun moment voulu nous substituer, et bien évidemment, à toute l'offre de formation qui existe sur le marché. C'est-à-dire que là, on permet à l'utilisateur effectivement de franchir cette si grande marche parce qu'on peut se faire des idées sur qu'est-ce que la LSF, ça me paraît être une langue trop difficile à apprendre, etc. En fait, cet outil vous permet en fait de vous familiariser, de devenir très addict en fait, parce que c'est très addictif, parce que basé sur l'ancrage mémoriel qui fait la force de Projet Voltaire. Et on a apporté une qualité aux vidéos. Comme l'a dit Charles-Henri tout à l'heure, eh bien, en fait, derrière ce projet, c'est toute une équipe, je dirais, d'experts d'usage, c'est-à-dire que ce sont nos collaborateurs sourds qui sont présents sur toute la ligne. Et on a associé, en fait, c'est le résultat d'une intelligence un petit peu collective où chacun a apporté sa contribution pour vous permettre, en fait, cette découverte de cette langue dont vous allez tomber amoureux. Et la réponse que l'on a voulu apporter, c'est peut-être une réponse, je dirais, beaucoup plus éthique et peut-être beaucoup plus vertueuse que de se dire, vous savez, un sourd au quotidien, Charles-Henri l'a très bien dit tout à l'heure, une personne sourde, quand elle se lève le matin, elle a une vie qui est programmée parce que même si aujourd'hui de nombreuses solutions techniques sont apportées, on ne répond pas dans la totalité. On a une plateforme aujourd'hui téléphonique accessible en LSF, mais cette plateforme est sous-équipée. Donc, ça veut dire que pour vous donner un ordre d'idée, je discutais encore hier avec une personne sourde qui me disait sur la plateforme téléphonique, j'ai dû attendre 50 minutes. Est-ce que vous, lorsque vous décidez d'appeler un rendez-vous, enfin d'organiser votre vie, vous attendez autant de temps? Ben non. Un sourd, c'est ça. Sa vie, c'est une vie de programmation et tout est programmé
à la disponibilité des interprètes ou des interfaces ou d'autres choses. Nous, la réponse que nous avons apportée là, c'est une réponse un petit peu large. Effectivement, elle est limitée parce qu'elle n'a pas envisagé pour l'instant l'interaction, mais on vous invite à aller vous former et au moins pouvoir rentrer en contact avec une personne sourde. Voilà, cette proposition pédagogique, la réponse. cette proposition pédagogique, elle a été conçue voilà, avec les équipes de la Fondation Voltaire et de AEFS. Elle a été également confrontée, affinée avec un comité consultatif qui notamment a été constitué d'experts linguistes en LSF de l'Université Paris 8 notamment, mais également d'associations, également d'employeurs qui avaient eu déjà une action particulière et une connaissance du sujet. Et puis un enseignant, Nicolas Médin, qui est justement enseignant au lycée Jean-Paul Sartre à Bron, a coordonné une partie du travail, notamment avec ce comité consultatif, pour avoir une proposition qui soit suffisamment complète, même si par l'absence d'interaction et de correction du signe, elle s'affranchit effectivement de l'échelle CE-CRL habituelle des niveaux A1, A2, etc. On n'est pas dans cette logique, on est dans une logique thématique, on est dans une logique d'amorçage, de découverte, de mémorisation qui donne, qui allume la mèche, entre guillemets, qui donne des rudiments pour les entendants et ensuite qui auraient, on l'espère, envie d'aller plus loin. Est-ce que d'autres organismes ou établissements vont s'impliquer et comment ? Eh bien, Sandrine, c'est tout l'enjeu de cette proposition de table ronde aujourd'hui, que de vous inviter, comme le lycée Jean-Paul Sartre s'apprête à le faire, comme nous l'espérons d'autres établissements avec lesquels on est en discussion avancée vont le faire aussi, avec une petite préférence Auvergne-Rhône-Alpes pour les premiers établissements, compte tenu de notre ancrage territorial et du soutien de la région, mais avec une vocation nationale, bien entendu, pour cette proposition. Maintenant, tout l'enjeu, c'est le déploiement. C'est que le plus grand nombre s'en saisissent. Et donc, je réponds aussi à votre question, Alice. Est-ce que les modules resteront gratuits? La réponse est oui. Ils sont et ils resteront gratuits. C'est l'engagement de la Fondation Voltaire et de ses partenaires. Et c'est surtout la promesse qui est rendue possible grâce au cofinancement public de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est engagée à financer 60% du projet, de la Banque des Territoires qui a également investi dans ce projet au titre de l'appel à projet qui s'intitule Numérique inclusif, numérique éducatif, où on est parfaitement dans la vocation. Est-ce que nous avons un petit tract à utiliser pour parler du projet ? Nous avons effectivement, et nous ne manquerons pas de vous faire suivre à l'issue de cette table ronde, un petit document PDF qui vous permettra effectivement d'en parler plus facilement autour de vous. Alice, vous nous parlez de Elix, qui est aussi un outil très connu, très pertinent effectivement pour les sourds et pour les entendants, notamment le dictionnaire Elix. Vous faites sans doute mention à ça. Le dictionnaire Elix est un dictionnaire collaboratif, une sorte de wiki qui est bien connu de la communauté sourde. Chacun est d'ailleurs appelé à contribuer, à faire vivre, à enrichir ce dictionnaire en ligne. Mais voilà, sa vocation, c'est une vocation d'inventaire, pas une vocation pédagogique, d'apprentissage et de mémorisation. Il y a aussi beaucoup de propositions qui sont très intéressantes sur YouTube notamment, avec des personnes sourdes qui essaient de transmettre de manière ludique, sympa pour les jeunes surtout, la langue des signes, leur patrimoine, leur culture sourde. Mais en guise de découverte, ce sont des propositions très intéressantes. En guise d'apprentissage, en revanche, on est face à une efficacité assez limitée. Donc, tout l'enjeu de notre proposition, c'est d'avoir, par une multiplicité d'exercices, d'entraînement, finalement, de permettre de reconnaître un maximum de signes, de les mémoriser le plus durablement possible, et ce, par thème, par module, voilà, sans être non plus limité dans la navigation. Hein. Les apprenants peuvent aller là où ils le veulent, dès lors que leur parcours est bien personnalisé, donc personnel. Les comptes ne se partagent pas puisque c'est bien les acquis qui sortent du parcours, l'outil qui s'adapte au rythme d'acquisition de l'apprenant et qui lui construit un parcours sur mesure. Donc, aucun apprenant, aucun élève n'aura le même parcours que son voisin. D'où l'intérêt de ne
pas partager son compte. Dans l'enjeu de l'école inclusive, peut-être, est-ce que vous avez d'autres questions si vous êtes concerné par cette question dans votre établissement, d'envisager un projet autour de la langue des signes, proposer l'apprentissage de la langue des signes et sa découverte à vos élèves, à vos pairs, à vos enseignants, aux équipes pédagogiques, au personnel de l'établissement également, puisque Cécile Schmitt le mentionnait tout à l'heure, finalement tout le monde est concerné. On est en train d'apprendre en marchant, si j'ose dire, avec les premiers établissements qui voudront déployer ce projet pour savoir comment le déployer de la meilleure manière, comment mettre en place des animations, des temps forts. Effectivement, les équipes académiques sont évidemment attentives et sensibles à cette thématique. Ne manqueront pas on l'espère tous et toutes, d'être soutien, support pour des initiatives qui s'appuieraient sur cette proposition pédagogique comme fil rouge, mais qui ne se suffirait pas en elle-même. Je me permets de préciser que dans le cas de temps forts, d'animation, qui pourraient, en plus de cette proposition pédagogique, puisque aucun enseignant n'est en charge, sauf dans le cas des PEJS, de l'enseignement de la LSF dans vos établissements, c'est effectivement une proposition en plus. Elle n'est pas forcément portée par le professeur de français ou le professeur documentaliste ou le chef d'établissement. C'est surtout une question de bonne volonté et de collectif dans cet engagement. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le fonds d'innovation pédagogique qui a été mis en place par le gouvernement permet à des établissements d'enseignement de monter des projets, soit pour eux-mêmes, soit mutualisés à l'échelle de plusieurs établissements dans une académie, et notamment d'aller chercher, quand le projet est suffisamment motivé et bien expliqué, d'aller chercher des financements pour faire des interventions ad hoc, des équipements particuliers, voilà, pour une proposition d'établissement inclusif. Donc, c'est une piste que je vous invite à examiner si vous le souhaitez. En tout cas, cet outil est gratuit et le restera. Sandrine, vous nous demandez comment les écoles sont informées sur ces sujets du handicap. Est-ce qu'il y a des journées dédiées pour présenter les solutions comme la vôtre? Est-ce que, Madame Schmitt, Ginette, vous voulez répondre à cette question? Alors, il y a en fait sur le sujet du handicap de manière générale, les écoles ne sont pas toujours les mieux loties en termes d'information. C'est souvent l'enseignant qui va à la pêche aux informations en fonction du profil du handicap qu'il accueille dans sa classe. Donc, les profils évoluent d'une année sur l'autre. Donc, forcément, voilà, on réfléchit et on cherche des solutions. Le terme serait un peu fort, mais au moins des moyens pour accompagner au mieux et différencier au mieux nos apprentissages. Donc, non, d'une manière institutionnelle, on peut être informé. C'est souvent des handicaps plus communs, si je puis dire, qui sont soumis à notre information. C'est très sporadique, on va dire, et pour venir du premier degré, je trouve qu'on est mieux informé dans le premier degré que dans le second degré. Ça ne fait pas forcément partie des temps de formation réguliers, on va dire, au niveau du second degré. Donc, non, c'est souvent l'enseignant qui est confronté à une difficulté, à un besoin particulier, qui va aller se renseigner et malheureusement, le plus souvent en direction des spécialistes qui accompagnent l'élève en question, qui deviennent de vrais partenaires et qui nous aident aussi lorsqu'on met en place des plans d'accompagnement spécifiques à nous aiguiller, à nous donner des pistes pour que nos apprentissages puissent être le mieux construits en fonction du profil de l'élève. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué en plus pour notre institution de trouver la formation qui soit la plus adaptée et qui réponde le mieux à nos besoins en tant qu'enseignants.
parce que les profils d'élèves sont très variables, très variés. Et je vous dirais que même avec une même pathologie, un même diagnostic, l'élève, de toute façon, est très différent dans sa pathologie. Donc, par exemple, un élève dysgraphique ou dysorthographique ou dyscalculique, dyspraxique, ce que vous voulez, il va être très différent. Et donc, c'est pour ça que les réponses sont les mieux adaptées, en plus, quand elles viennent des spécialistes qui suivent l'élève. Parce qu'il va être en capacité de nous dire, voilà, il a effectivement ce diagnostic posé, mais lui ou elle vit ou subit, je dirais plutôt, son handicap d'une manière différente. Donc, en ce qui concerne le monde des sourds, pour terminer, je dirais que l'information, elle nous est beaucoup plus apportée par nos collègues qui pratiquent la langue des signes, qui sont eux-mêmes sourds au travers des ESS, etc., qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup, Madame Schmitt. Et je me permets d'ajouter que s'agissant du numérique, il y a des outils numériques qui se développent de plus en plus pour faciliter l'inclusion de différents troubles ou handicaps. Et il existe de plus en plus d'outils qui sont inventoriés par les directions académiques au numérique éducatif, notamment les DAN, ou à l'échelle académique, ou les DRAN à l'échelle régionale, et qui peuvent être constitués des référents pour vous, enseignants, qui cherchez des moyens d'avoir une différenciation pédagogique, une adaptation de vos outils pédagogiques et finalement une alliance entre une pédagogie présentielle et des outils numériques qui permettent d'avoir des interventions plus adaptées, plus chirurgicales et qui soient vraiment un allié numérique pour vous dans cet effort de différenciation pédagogique qui n'est pas simple à l'échelle d'une classe de 30 élèves. Ginette, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, voilà, je voulais juste apporter un complément avec ce grand sujet en fait que l'on a abordé là. Alors, une école inclusive, en fait, c'est vrai que l'on cherche des solutions et comme l'a dit Madame Smith, en fonction du profil en fait des élèves que vous allez accueillir, en fait, il va falloir effectivement avoir des ressources. Mais moi, je dirais que si l'on veut se diriger vers une école inclusive et si on veut l'appeler comme celle-ci, l'école, c'est l'école de tous. Et tous, c'est considérer en fait la particularité de chacun. Et on aura fait un grand pas lorsqu'on formera les pédagogues, eh bien, effectivement, à l'éventualité de l'arrivée d'un enfant aux besoins spécifiques. Parce que je crois qu'il faut démystifier un petit peu le handicap et cesser d'avoir peut-être une peur intérieure quand on est pédagogue à se dire comment je vais m'y prendre, parce que nous, on est formés lorsqu'on est pédagogue au plus grand nombre, avec des automatismes, avec des programmes, avec des choses bien faites et bien élaborées. Et puis, on s'aperçoit qu'au milieu, il y a un grain de sable qui fait que tout ce que l'on a acquis, toutes nos convictions, eh bien, en fait, sont mises à plat. Et je finirai, parce qu'en fait, le sujet pourrait tellement être vaste et le débat tellement long, que si vous voulez rentrer dans une démarche inclusive et vous appréciez l'éventualité, eh bien, effectivement, d'accueillir un élève sourd, eh bien, c'est d'anticiper. La solution avec la Fondation Voltaire vous permet d'anticiper et d'être prêt à accueillir, parce qu'on parle vraiment de démarche inclusive. Lorsqu'au préalable, eh bien, on passe d'une situation de dévisager quelqu'un à envisager quelqu'un. Et un élève sourd, il faut envisager cette éventualité et se dire qu'il ne parle pas la même langue et qu'à un moment donné, il faut avoir des bases de communication. Bien sûr, les parcours ne se font pas aussi facilement que ça. On parle de beaucoup d'adaptation, etc. Mais la personne elle-même, qu'elle soit sourde, que ce soit un élève sourd ou un élève avec un trouble, alors qu'il soit de l'ordre des 10, dyslexique, etc., la meilleure ressource que vous pourriez avoir, c'est cet élève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut ouvrir les yeux sur cette particularité et se dire bien, comment nous rendre nous meilleurs, comment rendre le groupe meilleur à l'accueil d'un enfant avec une particularité. Et voilà, c'était le conseil que j'avais à vous donner. Lancez-vous dans l'apprentissage de cette langue. Elle vous servira de toute manière. Elle servira eh bien, à ouvrir un peu les portes de vos classes et à ouvrir votre regard sur
les sourds que l'on tient isolés par ce problème de communication et de langue. Merci beaucoup, Ginette Coste. Et je pense que Cécile Schmitt ne te démentira pas. Et on voit bien que les politiques inclusives Oui. en matière de handicap ont aussi des bénéfices non seulement pour les personnes en situation de handicap, mais pour l'ensemble des parties prenantes. Et s'agissant de la surdité, on voit que l'apprentissage de la LSF développe chez les entendants des qualités qu'ils n'avaient pas ou peu, comme une approche plus extravertie dans l'expression orale, qui leur bénéficie aussi, je veux dire, dans l'expression orale, d'être plus attentifs aussi aux émotions, aux expressions de leurs interlocuteurs, puisque pour les personnes sourdes, l'expression du visage est tout à fait partie prenante de la LSF, pas seulement la gestuelle. Et donc, toutes ces pratiques inclusives ont des bénéfices bien plus larges que celui de la seule intégration. Bien sûr. Madame Schmitt, vous avez pu le constater sur le terrain. C'est évident. Oui, c'est évident, mais c'est sûr qu'on est... voilà, moi, j'ai coutume de dire qu'un sourd ne ment pas. Parce qu'il ne le peut pas. Et c'est extrêmement intéressant dans la relation qu'on peut avoir avec ses élèves, dans la relation qu'on peut avoir avec nos collègues qui nous apprennent beaucoup de choses. Et c'est très enrichissant. Hein. On découvre un monde qui vit en parallèle de nous et c'est bien triste parce que voilà, l'interaction, elle est toujours intéressante et elle apporte beaucoup à tous les partenaires de cette interaction. Donc, non, il faut oser aller vers eux. Et en plus, alors c'est triste, mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de s'adapter à nous et du coup, ils ont aussi la capacité de prendre le temps, de lire, enfin de communiquer autrement, de s'adapter. Et ils ont toujours beaucoup de plaisir à nous aider à rentrer dans leur langue. Ils prennent tout. Enfin, moi, je sais que M. Médin, entre autres, avec qui on travaille au quotidien, prend toujours beaucoup de temps pour nous donner des petites astuces, des signes. Et ils ont envie aussi de ça. Donc, il faut pas hésiter à aller vers eux, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. S'achève notre table ronde aujourd'hui. Effectivement, Ginette, tu as raison, le sujet nécessiterait bien au-delà d'une heure, mais c'était néanmoins la proposition qu'on vous a faite et donc on va la respecter. Merci beaucoup pour votre participation, à vous qui étiez en direct de cette table ronde. Merci aux personnes qui vont nous écouter dans le cadre d'une rediffusion. Nous sommes et nous restons à votre disposition pour toute question. Nous enverrons effectivement le document PDF qui vous permettra d'avoir un récapitulatif de cette proposition inédite et gratuite, donc accessible au plus grand nombre, vous l'avez compris, pour vous permettre de motiver, d'activer un projet d'établissement inclusif sur le sujet de cette compétence en langue des signes. Et on dit bien une langue, donc il s'agit bien d'une compétence et non pas d'un langage. Tout à fait. On n'est pas dans une logique de compensation, on est dans une logique de compétence. C'est ça. Donc, merci à Madame Schmitt et à Ginette Coste pour le temps qu'elles ont bien voulu accorder à cette table ronde. Merci à nos participants. Et puis, je voudrais juste finir en remerciant les organisateurs et les organisatrices du Festival de l'Apprendre, dans lequel cette table ronde prenait place. Et je leur avais notamment promis de partager, alors je le fais tout de suite, une petite diapo d'au revoir, si j'y arrive. Voilà. Notamment pour vous rappeler que ce festival vous est proposé gratuitement par la Maison de l'Apprendre et bénévolement par ses intervenantes et ses intervenants, et que si vous souhaitiez soutenir son organisation et valoriser le temps que vous venez d'y vivre, eh bien, n'hésitez pas à faire un don si vous le souhaitez, si vous pensez que c'est une démarche d'utilité publique comme nous. Eh bien, n'hésitez pas à vous impliquer, soit par le don, soit par votre temps, si vous le souhaitez, pour l'édition 2024 du Festival de l'Apprendre. Merci à toutes et à tous. Et nous vous disons
À bientôt et restons à votre disposition pour répondre à toute question ou envisager avec vous de vous accompagner pour un projet d'établissement inclusif. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.